Salutations à tous, c'est votre chaîne, un latino en vrac entre les livres. Aujourd'hui, nous allons profiter de Musho and the Farm, un roman de George Orwell, né à Modijari, en Inde, en 1903. Son vrai nom était Eric Blair. En plus de chroniqueur, professeur de journaliste, critique littéraire et romancier, il fut l'un des principaux essayistes de langue anglaise des années 1930 et 1940. Il est toujours considéré comme la conscience d'une génération et l'une des principales voix à s'être soulevée contre les totalitarismes de toutes sortes. Il a eu beaucoup de problèmes pour publier Animal Farm, mais il a finalement été publié en 1945 et a été un grand succès commercial, se vendant à plus de 600 000 exemplaires en moins de 4 ans et étant traduit en plusieurs langues. En 2010, il s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et avait été traduit dans plus de 70 langues. Ce roman raconte l'histoire de certains animaux qui se soulèvent contre le propriétaire de la ferme où ils vivent et établissent un système de gouvernement basé sur l'animalisme, une idéologie qui défend l'égalité et la liberté de tous les animaux. Cependant, au fil du temps, certains porcs deviennent les chefs autoritaires de la ferme et trahissent les principes de l'animalité, exploitant et opprimant le reste des animaux. L'histoire commence lorsqu'Ol Major, un cochon dodu, âgé et respecté, convoque une réunion nocturne dans la grange pour leur parler de son rêve d'une vie meilleure. Camarades, à quoi bon vivre comme nous vivons? Vous devez l'admettre, notre vie est misérable, laborieuse et courte, nous naissons, il ne nous donne que la nourriture nécessaire pour continuer à respirer et ceux d'entre nous qui sont en mesure de le faire, il nous force à travailler jusqu'au dernier souffle et au moment de lorsque notre utilité prend fin, nous sommes sacrifiés avec une affreuse cruauté, mais est-ce une loi naturelle? Notre terre est-elle si pauvre qu'elle ne peut garantir une vie digne à ceux qui l'habitent? Non, camarades, 1000 fois non, alors pourquoi continuons-nous dans ces conditions misérables? Il faut faire disparaître l'homme de la scène et la cause motrice de notre faim et de notre surmenage sera abolie à jamais. L'homme est le seul être qui consomme sans produire, il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop faible pour tirer la charrue et sa vitesse, ne lui permettent même pas d'attraper des lapins, cependant, il est le propriétaire et le seigneur de tous les animaux, il les fait travailler, il leur donne le minimum nécessaire pour les entretenir et il garde le reste pour lui. Notre travail laboure la terre, notre fumier la fertilise, et pourtant il n'y a pas un de nous qui possède plus que sa peau. Vache, combien de milliers de litres de lait avez-vous produit l'année dernière et qu'a-t-on fait de ce lait qui aurait dû être utilisé pour élever des veaux robustes? La moindre goutte s'est retrouvée dans le palais de nos ennemis. Et vous les poules, combien d'œufs avez-vous pondu cette année et combien de poussins sont nés de ces œufs? Tout le reste est allé au marché pour faire de l'argent pour Jones et son peuple. Pourquoi les êtres humains volent-ils la majeure partie du produit de notre travail? Là, camarades, se trouve la réponse à tous nos problèmes. N'est-il pas clair alors, camarades, que tous les maux de cette vie sont nés de la tyrannie des êtres humains? Rien qu'en se débarrassant de l'homme, le fruit de notre travail serait à nous, presque du jour au lendemain nous pourrions être riches et libres, que devrions-nous faire alors? Travailler jour et nuit, corps et âme, pour le renversement du genre humain. Tel est mon message, camarades, la rébellion. Il leur parle de l'animalisme, une doctrine qui propose l'abolition de l'homme et la fraternité entre les animaux. Le vieux major harangue les bêtes jusqu'à ce qu'il y ait un grand remue-ménage car 4 gros rats sont sortis de leur terrier et les chiens se sont lancés vers eux. L'ancien commandant propose de voter pour savoir si les rats sont ou non des camarades et il en ressort que oui, qu'ils le sont. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, répétez-le simplement, que vous vous souvenez toujours de votre devoir d'inimitié envers l'homme et sa manière d'agir. Tout ce qui marche sur 2 pattes est un ennemi, tout ce qui marche sur 4 pattes ou qui a des ailes est un ami, rappelez-vous aussi que dans la lutte contre l'homme il ne faut pas lui ressembler. Même si vous l'avez vaincu, n'adoptez pas ses vices. Aucun animal ne devrait jamais vivre dans une maison ou dormir dans un lit ou porter des vêtements ou boire de l'alcool ou fumer du tabac, toucher de l'argent ou faire du commerce. Toutes les coutumes de l'homme sont mauvaises et surtout, aucun animal ne doit tyranniser sa propre espèce. Faible ou fort, intelligent ou élémentaire, nous sommes tous frères. Aucun animal ne devrait tuer un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Ensuite, l'ancien major leur enseigne une chanson intitulée Beast of England, qui exprime le désir de liberté et de justice des animaux. Peu de temps après, Ol Major meurt, mais son idée est plantée dans l'esprit des animaux. Quelques mois plus tard, les animaux profitent du fait que Jones se saoule et néglige de les nourrir pour se révolter et le chasser, lui et ses hommes, de la ferme.
Les animaux jettent dans le puits, les morts, les anneaux, les chaînes des chiens, les couteaux cruels dont Monsieur Jones se sert pour castrer les cochons et les agneaux. Dans un feu de joie qui brûle dans le patio pour brûler les ordures, il jette les rênes des chevaux, les œillères et les sacs à dos dégradants. Tous les animaux sautent de joie quand ils voient comment les fouets brûlent. Snowball, un cochon vif, dit que tous les animaux doivent se promener nus. En très peu de temps les animaux avaient détruit tout ce qui leur rappelait Monsieur Jones, puis Napoléon, un autre cochon, les ramena au magasin et servit à chacun une double ration de maïs et 2 biscuits pour chaque chien. Puis ils ont chanté des bêtes d'Angleterre du début à la fin 7 fois de suite, puis ils se sont installés pour la nuit et ont dormi comme ils n'avaient jamais dormi auparavant. Quand ils se réveillent, ils sont heureux et peuvent à peine croire que tout est à eux. La maison de Jones leur appartient aussi, mais ils ont peur d'entrer. Boule de Neige et Napoléon enfoncent la porte et les animaux entrent en file indienne, avançant très prudemment, de peur de déranger quelque chose, ils décrochent des jambons et les sortent pour les enterrer. Et Boxé, un cheval majestueux, donne un coup de pied au baril de bière. À part cela, toute la maison reste intacte, et ils approuvent immédiatement et à l'unanimité que la maison soit conservée en tant que musée, aucun animal ne doit y vivre. Alors que Boule de Neige et Napoléon les réunissent, on découvre que certains cochons ont appris à lire et à écrire à l'aide d'un vieux manuel d'orthographe qu'ils ont trouvé à la poubelle, avec de la peinture en noir et blanc. Boule de Neige barre la ferme du manoir, et sur la barre supérieure de la porte il peint la ferme des animaux, puis sur le mur du fond de l'immense grange ils écrivent les 7 commandements, une loi immuable que tous les animaux de la ferme doivent respecter. Ce sont les 7 commandements de l'animalisme que les cochons écrivent. 1. Tout ce qui marche sur 2 pieds est un ennemi. 2. Tout ce qui marche sur 4 pattes ou a des ailes est un ami. 3. Aucun animal ne portera de vêtements. 4. Aucun animal ne dormira dans un lit. 5. Aucun animal ne boira d'alcool. 6. Aucun animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. Tous les animaux sont les mêmes était écrit très clairement et sauf que là où il aurait dû dire ami il lisait l'imago et qu'un des ES était à l'envers, la formulation était correcte. Snowball l'a lu à haute voix aux autres, tous les animaux hochaient la tête, démontrant leur accord total, et les plus intelligents commencèrent immédiatement à mémoriser les commandements. Plus tard, les animaux apprennent à lire et à écrire selon leurs capacités, mais certains n'arrivent qu'à mémoriser les 7 commandements ou la maxime simplifiée, 4 pattes oui, 2 pattes non, qui était la seule chose que les moutons ont réussi à apprendre et qu'ils répétaient tout le temps. Maintenant, camarades, faisons une promesse honorable de terminer la moisson en moins de temps qu'il n'en a fallu à Jones et à ses hommes. À ce moment, les 3 vaches qui semblaient mal à l'aise depuis un certain temps se sont mises à meugler très fort, elles n'avaient pas été traites depuis 24 heures et leurs mamelles étaient sur le point d'éclater. Après un moment de réflexion, les cochons envoyèrent chercher des seaux et traire les vaches avec un succès régulier, car leurs pieds étaient assez bien adaptés à la tâche. Il y eut rapidement 5 seaux de lait crémeux et mousseux que beaucoup d'animaux regardèrent avec beaucoup d'intérêt. Que va-t-on faire de tout ce lait que quelqu'un a demandé? Jones en utilisait parfois une partie en la mélangeant à notre nourriture, dit l'une des poules. Ne vous inquiétez pas pour le lait, camarades, exposait Napoléon, debout devant les cubes, qui seront disposés, la récolte est plus importante. Le camarade Snowball les guidera, je continuerai dans quelques minutes, allez-y camarades. Les animaux affluaient vers la prairie de Fauche pour commencer la récolte, et lorsqu'ils revinrent au crépuscule, ils constatèrent que le lait avait disparu. Les humains voisins tentent de reprendre la ferme en attaquant les animaux. Les animaux se défendent courageusement et parviennent à repousser l'attaque. Snowball mène la bataille avec stratégie et courage, tandis que Napoléon y participe à peine. Les animaux célèbrent leur triomphe et décorent les héros. Boxer, le cheval le plus fort et le plus travailleur, regrette d'avoir tué un homme, mais Snowball le réconforte en disant que le seul ennemi est l'homme. Les animaux conviennent qu'ils n'utiliseront jamais d'armes humaines et qu'ils ne vivront jamais dans la ferme. Les animaux se sentent heureux et fiers de leur travail et de leur nouvelle vie. Chacun contribue selon ses capacités et reçoit sa juste part. Le dimanche, il n'y a pas de travail, le petit déjeuner est 1 heure plus tard que d'habitude, puis il y a une cérémonie, d'abord le drapeau est hissé, qui est une vieille nappe verte de Madame Jones avec un sabot et une corne blanc peint dessus, puis, ils affluent à l'immense grange pour une assemblée générale dite, la réunion. Là sont planifiés les travaux de la semaine suivante et les résolutions toujours proposées par les cochons sont débattues, la réunion se termine toujours par le chant des bêtes d'Angleterre. L'après-midi était consacré aux loisirs, les cochons ont fait de la sellerie leur quartier général.
Chaque nuit, ils étudiaient la forge, la menuiserie et d'autres métiers nécessaires à partir des livres qu'ils avaient apportés de chez eux. Boule de Neige s'occupait également d'organiser les autres dans ce qu'il appelait des « comités animaux ». Pour cela il était infatigable et il formait le comité de production d'œufs pour les poules, la ligue des queues propres pour les vaches, le comité pour la rééducation des camarades sauvages, dont l'objet était d'apprivoiser les rats et les lapins, le mouvement pour une laine plus blanche pour les moutons, et bien d'autres. En plus d'organiser des cours de lecture et d'écriture, en général, ces projets ont été un échec. Par exemple, la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages a échoué presque à la base, car ils ont continué à se comporter pratiquement comme avant et lorsqu'ils ont été traités généreusement, ils en ont profité. Le chat a rejoint le comité de rééducation et y a beaucoup agi pendant quelques jours, une fois qu'ils l'ont vu assise sur le toit en train de discuter avec des moineaux qui étaient hors de sa portée. Elle leur disait que tous les animaux étaient déjà des camarades et que n'importe quel moineau qui voulait pouvait se percher sur sa griffe, mais les moineaux ont préféré s'abstenir. Entre-temps, il arriva que Jessie et Bluebell avaient accouché peu de temps après la récolte du foin, et à elles deux elles avaient donné à la ferme 9 chiots robustes. Dès qu'ils furent sevrés, Napoléon les sépara de leur mère, disant qu'il se chargerait de leur éducation, les emmena dans un grenier auquel on ne pouvait accéder que par un escalier depuis la sellerie, et les y garda dans une telle mesure d'isolement que le reste de la ferme a vite oublié son existence. Le mystère de la destination du lait fut bientôt éclairci, il était mélangé chaque jour à la nourriture des cochons. Les premières pommes mûrissaient déjà et la pelouse du verger était couverte de fruits tombés des arbres, les animaux croyaient comme une chose naturelle que ces fruits seraient équitablement répartis. Un jour, cependant, l'ordre fut donné que toutes les pommes tombées des arbres soient ramassées et apportées à la sellerie pour que les cochons les mangent. Peu de temps après cela, certains animaux ont commencé à murmurer, mais en vain, tous les cochons étaient d'accord sur ce point jusqu'à ce que Boule de Neige et Napoléon, Queener soient envoyés pour donner les explications nécessaires. Camarades, a-t-il crié, je suppose que vous ne pensez pas que nous, les porcs, faisons cela dans un esprit d'égoïsme et de privilège. Beaucoup d'entre nous ont en fait une aversion pour le lait et les pommes, personnellement, je ne les aime pas. Notre seul but en mangeant ces aliments est de préserver notre santé. Le lait et les pommes, cela a été prouvé par la science, contiennent des substances absolument nécessaires à la santé du cochon. Nous les cochons travaillons avec notre cerveau, toute l'administration et l'organisation de cette ferme dépendent de nous, jour et nuit nous veillons sur votre bonheur, pour toi nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qui se passerait si nous, les porcs, échouions dans notre mission? Jones reviendrait, oui, il reviendrait sûrement camarade, s'exclama Skilling, dansant presque suppliant d'avant en arrière et remuant la queue. Il n'y a sûrement personne parmi vous qui veuille que Jones revienne. En effet, s'il y avait une chose dont les animaux étaient complètement sûrs, c'était qu'ils ne voulaient pas que Jones revienne. Présenté de cette manière, il ne savait que dire, l'importance de préserver la santé des porcs était trop évidente, il a donc été décidé sans discussion, que le lait et les pommes tombées des arbres et aussi la récolte principale de pommes, lorsqu'ils mûrissent, doivent être réservés exclusivement aux porcs. Parmi les cochons, deux se distinguent par leur charisme et leur intelligence, Snowball et Napoléon. Snowball est un cochon blanc vif, il est présenté comme un leader innovant et charismatique, il a également de nombreuses idées innovantes et des plans pour progresser. Napoléon est un grand cochon noir, qui a plus d'ambition et de ruse que Snowball, mais moins d'éloquence et de popularité. Tous deux se disputent la direction de la ferme et s'opposent sur presque tout. Chacun a ses partisans et les débats sont violents. Mais le plus gros différend concerne le moulin à vent dans la vaste prairie. Non loin des bâtiments, il y avait une petite colline qui était le point culminant de la ferme. Après avoir inspecté le terrain, Snowball a déclaré que c'était le bon endroit pour installer une éolienne qui ferait fonctionner une dynamo et fournirait de l'électricité à la ferme, qui permettrait d'éclairer les étables et de se chauffer en hiver et ferait également fonctionner une scie circulaire, un broyeur de paille, un coupe-betterave fourragé et une treilleuse électrique. En quelques semaines, Boule de Neige achève de mettre au point les plans de construction du moulin, tout le monde vient voir les dessins de Boule de Neige au moins une fois par jour, seul Napoléon reste à l'écart, il est contre le moulin à vent depuis le début, se présente un jour à l'improviste pour examiner les plans, se traîne dans le hangar en regardant tout, et soudain lève la patte et urine sur les dessins et sort sans un mot. Toute la ferme est profondément divisée sur la question du moulin à vent, les animaux se séparent en deux factions, chacune avec leur slogan « Votez Boule de Neige et la semaine de 3 jours », qui défend la théorie selon laquelle le moulin à vent ça vous fera moins travailler, ou, pour
voter Napoléon et une crèche pleine, qui défend la théorie selon laquelle il faut travailler plus pour avoir plus de nourriture. Enfin le jour du vote arrive, Boule de Neige ravit tout le monde par son éloquence. Quand il a fini de parler, il n'y avait aucun doute sur le résultat du vote, mais à ce moment Napoléon se leva, jeta un étrange coup d'œil oblique à Boule de Neige et laissa échapper un cri strident comme personne n'en avait jamais connu auparavant, et soudain il y eut un hurlement terrible à l'extérieur et 9 énormes chiens avec des colliers à pointe firent irruption dans la grange et chargèrent droit sur Boule de Neige, qui parvint à peine à sauter au sol le temps d'échapper à ses crocs. En un instant il était à la porte poursuivi par les chiens. Trop émerveillés et effrayés, les animaux se pressaient devant la porte pour regarder la chasse, Snowball courant à travers les longs pâturages menant à la route. Au début, personne ne comprend d'où viennent ces créatures, ce sont les louveteaux que Napoléon a enlevés à leur mère et élevés. D'une certaine manière ils sont de taille énorme et ressemblent à des loups féroces. Ils s'approchent de Napoléon et remuent la queue comme les autres chiens faisaient avec Monsieur Jones. Napoléon, accompagné des chiens, annonce qu'il n'y aura plus désormais de réunion le dimanche matin et que toutes les questions relatives à la marche de la ferme seront résolues par une commission porcine spéciale présidée par lui-même. Napoléon demande l'aide de Skilling, un cochon qui a le don de manipuler les mots et de convaincre les autres animaux que les décisions de Napoléon sont toujours les meilleures pour la ferme. Skilling dit aux animaux que Snowball était un traître et un agent de Jones, et que Napoléon a sauvé la ferme de ses plans diaboliques. Il leur dit aussi que Napoléon a décidé de construire le moulin à vent, et que c'est lui qui a eu l'idée dès le début. Les animaux, qui ont la mémoire courte et ne savent ni lire ni écrire, croient aux mensonges de Skilling et acceptent l'autorité de Napoléon. Les animaux sont mis au travail dans le moulin à vent, ce qui demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Pendant ce temps, les cochons s'emparent de privilèges comme vivre dans la maison du fermier, dormir dans des lits, boire de la bière et faire du commerce avec les fermiers voisins. Chaque fois que les animaux se rendent compte que les cochons violent les 7 commandements, Skilling les convainc qu'ils ont tort ou que les commandements ont été mal interprétés. De plus, les cochons modifient secrètement les commandements en fonction de leurs intérêts. Par exemple, le 4e commandement va de « Aucun animal ne dormira dans un lit », être « Aucun animal ne doit dormir sur un lit avec des draps » et le 5e commandement change d'être « Aucun animal ne doit boire d'alcool », être « Aucun animal ne doit boire de l'alcool à l'excès ». Les animaux souffrent de la faim, du froid et de l'épuisement, mais ils se consolent en pensant qu'ils travaillent pour eux-mêmes et non pour un maître humain. Cependant, la ferme est toujours menacée par des ennemis extérieurs, qui veulent la récupérer. Jones et d'autres agriculteurs tentent d'envahir la ferme une autre fois, mais sont repoussés par les animaux, qui se battent vaillamment. Lors de la première bataille, appelée la bataille de l'étable, Snowball s'est distingué par son courage et sa stratégie, mais Napoléon l'a accusé plus tard de s'être en fait allié à Jones. Dans la deuxième bataille, appelée la bataille du moulin, les animaux parviennent à défendre la ferme, mais le moulin est détruit par une bombe faite de dynamite. Là, une vache, 3 moutons et 2 oies sont morts et presque tout le monde a été blessé, même Napoléon qui dirigeait les opérations à revers, a eu le bout de la queue écorché par une balle, mais les hommes ne vont pas bien non plus, et lorsque les 9 chiens de la garde personnelle de Napoléon surgissent d'un côté en aboyant férocement, ils sont pris de panique et s'enfuient. Bien que les animaux aient gagné, ils sont fatigués et ensanglantés, certains voyant leurs camarades morts étendus sur l'herbe ne peuvent retenir leurs larmes. Skilling qui a été inexplicablement absent pendant le combat, bondit vers eux, fier de la victoire et il leur annonce qu'ils vont reconstruire le moulin. Boxer a incrusté des boulettes qui lui causent des douleurs intenses, il a 11 ans et il est fatigué. Il consacre 2 jours entiers aux célébrations, chaque animal reçoit une pomme comme cadeau spécial, 2 onces de maïs pour les oiseaux et 3 biscuits pour chaque chien. Il est annoncé que la bataille s'appellera la bataille du moulin et que Napoléon a créé une nouvelle décoration appelée l'ordre de la bannière verte, qu'il s'attribue. Ils savaient que la vie était dure maintenant, et ils avaient souvent faim et froid, et d'habitude ils travaillaient tout le temps, ils ne dormaient pas assez, mais en d'autres temps, c'était sûrement pire, c'est ce qu'ils aimaient croire. De plus, avant qu'ils aient été esclaves et maintenant ils étaient libres, comme Skilling ne cessait de le souligner, c'était une énorme différence. Bien que la ferme connaisse une année assez fructueuse, elle manque encore d'argent, de briques, de sable et de chaux pour construire une salle de classe et un moulin à vent. Ensuite, il y a les lampes à huile et les bougies pour la maison, le sucre pour la table de Napoléon et d'autres choses nécessaires comme des outils, du fer et des biscuits pour chiens. Les rations réduites en décembre sont à nouveau réduites en février et l'utilisation de lanternes à Los Corrales est interdite pour économiser le pétrole, bien que les porcs grossissent. Bien qu'ils souffrent de privation,
ils ont la compensation de penser qu'ils ont une vie plus digne, qu'il y a plus de chants, plus de discours et plus de processions. En avril, la ferme des animaux est proclamée république et Napoléon est élu président à l'unanimité. Boxer travaille plus dur que jamais. Un jour d'été la nuit, une rumeur soudaine a couru à travers la ferme. Quelque chose était arrivé à Boxer. Il était sorti seul pour traîner une charge de pierre au moulin et en effet la rumeur était vraie. À quelques minutes plus tard, 2 pigeons sont arrivés avec la nouvelle que le boxeur était tombé et était allongé sur le sol et ne pouvait pas se relever. Les animaux de la ferme se sont précipités vers la colline où ils construisaient le moulin avant et il y avait le boxeur au sol, entre les rails de la charrette, le cou tendu, incapable de lever la tête, les yeux vitreux, trempés de sueur, un filet de sang coula de sa bouche. Skilling, qui apparaît au bout d'un moment, très inquiet et désolé, dit que le camarade Napoléon souffre beaucoup et prend des dispositions pour envoyer le boxeur à l'hôpital de Wellington pour traitement. Une demi-heure plus tard, quand le boxeur récupère un peu, il l'aide à se relever et il parvient à retourner à l'écurie en boitillant. Pendant les 2 jours suivants il ne quitte pas son écurie et quand la camionnette arrive pour l'emmener, Benjamin Lannes est seul et il prévient qu'ils vont l'emmener et ils courent tous vers là, ils encerclent la camionnette où ils ont déjà chargé le boxeur. Tout à coup Benjamin a lu ce qu'il y a sur le panneau sur la voiture: Alfred Simons, abatteur de chevaux et fabricant de colle, Wellington Idenbon Mill Dealer, Kennel Service. Et ils se rendent compte qu'ils emmènent un boxeur à l'abattoir. Les animaux poussèrent un cri horrifié à l'unisson. À ce moment, l'homme assis sur le box fouetta les chevaux et le camion sortit de la cour. Au trot rapide, tous les animaux le suivirent, se démarquant Trébol le cheval, qui fit son chemin vers la première rangée. La camionnette a commencé à accélérer. Et Trébol a commencé à dire « Boxeur, boxeur », et à ce moment, comme s'il avait entendu le vacarme à l'extérieur de la camionnette, le visage du boxeur, avec la bande blanche sur le nez, est apparu dans la lunette arrière du véhicule. Ils lui ont crié « Sortez de là », qu'ils l'ont emmené à mort, et peu de temps après que son visage a disparu de la fenêtre et que l'énorme tambourinage des sabots a commencé à se faire entendre à l'intérieur de la camionnette, il essaie de sortir de là. Coup de pied, mais ils n'ont plus jamais revu un boxeur. 3 jours plus tard, on annonce qu'il est décédé à l'hôpital de Wellington, malgré toute l'attention qu'un cheval peut espérer. Skilling leur dit que ses derniers mots ont été « Vive Napoléon et la rébellion » et il leur dit que, bien sûr, il était vétérinaire, seulement qu'il avait récemment acheté la camionnette et qu'il n'avait pas encore changé les panneaux dessus. Les porcs continuent d'augmenter leur pouvoir et leur oppression sur les autres animaux. Napoléon élimine tous ses rivaux ou dissidents, les accusant de conspirer avec Snowball et les faisant exécuter par leurs chiens. Les animaux vivent dans la peur et la confusion, mais ils continuent à croire à l'animalisme et à la bonté de Napoléon. Les cochons changent l'hymne « Beast of England » pour un plus modéré appelé Animalia. Les cochons brisent également l'isolement de la ferme et établissent des relations diplomatiques avec les agriculteurs voisins, qu'ils admirent et imitent. Les animaux finissent de reconstruire le moulin à vent, qui sert à moudre le grain au lieu de produire de l'électricité. Les porcs gardent le profit de la vente des céréales et donnent aux autres animaux une maigre ration. Un hiver, les animaux souffrent d'une grande pénurie de nourriture, mais les cochons leur mentent qu'il y en a beaucoup. Les porcs se consacrent à l'engraissement et au plaisir, tandis que les autres animaux travaillent plus dur et plus longtemps. Les saisons allaient et venaient et le temps passait et la courte vie des animaux était consommée. Il vint un temps où il ne restait plus personne sauf Clovet le cheval, Benjamin l'âne, Moïse le corbeau et quelques cochons qui se souvenaient des jours anciens avant leur rébellion. À la ferme, ils avaient oublié Snowball, ils avaient oublié Boxer, il a sauvé les quelques personnes qu'il avait connues, il y a beaucoup plus de créatures qu'avant à la ferme. Pour beaucoup de personnes nées là-bas, la rébellion n'est qu'une vague tradition transmise de bouche à oreille. La ferme est plus prospère et mieux organisée, le moulin à vent est enfin terminé et la ferme possède une batteuse et un silo et plusieurs nouveaux bâtiments ont été ajoutés. Les animaux travaillent dur pour construire un nouveau moulin. La ferme s'est enrichie sans enrichir les animaux eux-mêmes, sauf, bien sûr, les cochons et les chiens. Quant aux autres, leur vie est toujours la même, ils ont généralement faim, ils dorment sur la paille, ils boivent à l'abreuvoir, ils travaillent dans les champs l'hiver, ils sont gênés par le froid et par les mouches l'été. Un bel après-midi, Trèfle les appelle tous pour leur montrer quelque chose d'étonnant, un cochon qui marche sur ses pattes de derrière, il criait, avec une certaine maladresse, comme s'il n'avait pas l'habitude de maintenir sa corpulence considérable dans cette position, mais avec une parfaite équilibre, il traversa la cour. Un instant plus tard par la porte de la maison arriva une longue file de cochons, tous marchant sur leurs pattes arrière, certains le faisant mieux que d'autres, un ou
deux semblant encore un peu instables et, il semblait que s'ils auraient voulu s'appuyer sur un bâton, mais ils ont tous fait le tour de la cour avec succès et le dernier à sortir est Napoléon, marchant sur ses deux pattes de derrière et avec un fouet sur l'une des pattes de devant. Alors tous les moutons se mettent à endosser, 4 pattes oui, 2 pattes mieux, 4 pattes oui et 2 pattes mieux, et sur le mur où se trouvaient les commandements, il n'en reste qu'un, à savoir, tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que les autres. Personne ne s'étonne que des cochons achètent un poste de radio et aient un téléphone et s'abonnent à divers magazines et journaux, ou que Napoléon ait traversé le jardin de la maison avec une pipe à la bouche. Il n'est même pas surpris quand des cochons portent les vêtements de Monsieur Jones sont sortis des placards et enfilés, et Napoléon lui-même apparaît en habit noir, pantalon de chasse et jambières de cuir. Une semaine plus tard, une série de calèches découvertes arrive à la ferme, c'est une délégation de fermiers voisins. Cette nuit-là, des chants et des rires bruyants résonnent dans la maison, les animaux s'approchent sur la pointe des pieds et regardent par la fenêtre de la salle à manger. Là ils fraternisent, bavardent, jouent aux cartes, boivent de l'alcool, trinquent, font pacte et amitié. Les animaux s'éloignent, mais soudain ils entendent une débauche de voix, ils reculent et regardent à nouveau par la fenêtre. Tout le monde se bat violemment, il y a des cris, des coups sur la table, des regards méfiants, négatifs et furieux. L'origine du problème était apparemment que Napoléon et M. Clinton avaient joué un as de pique en même temps, 12 voix indignées criaient et elles étaient toutes pareilles. Les animaux dehors regardaient un cochon, puis un homme, puis un cochon, et de nouveau un cochon, puis un homme, et ils ne pouvaient plus dire lequel était lequel. Jusqu'à présent, nous avons vu La ferme des animaux. Une compilation d'Aldemar Hernandez. Merci de nous avoir rejoints et la semaine prochaine nous nous reverrons, essai sur la cécité de José Saramago. N'oubliez pas de nous suivre, un latino en vrac parmi les livres.